Bienvenue dans le dernier épisode 2017 d'Innovation Weekly. Alors nous sommes dans une semaine un petit peu bizarre où il y a autant d'articles pour faire une rétrospective de 2017 qu'il y en a pour annoncer les grandes tendances supposées de 2018. Alors avant de commencer, je voudrais annoncer le vainqueur du concours qui n'était pas un concours parce qu'il suffisait simplement de liker ma page sur Facebook ou de me suivre sur YouTube. Alors je vais demander à mon assistante qui est le vainqueur. Benoît Montet. Donc, Benoît Montet, si vous m'entendez, je vais vous envoyer l'ouvrage d'Éric Reyes, de Startup Way, qui a l'air très intéressant. Je ne l'ai pas ouvert. Allez, on enchaîne. Alors, je vais être plus large que simplement vous parler des GAFA. Je vais vous parler là de la Startup Nation. En 2017, 57 licornes sont venues rejoindre le rang des licornes qui étaient déjà là pour porter le nombre total de licornes à 227. Alors pour les néophytes qui ne savent pas ce que c'est qu'une licorne est une entreprise qui est valorisée, suite à leurs différentes levées de fonds, à plus d'1 milliard de dollars. A noter que plus de 50% de ces nouvelles licornes proposent des services liés aux technologies de l'information, ou des logiciels. Notez aussi que 7 des 10 premières licornes sont des entreprises chinoises et que seulement 4 licornes sur ces 57 ont une fondatrice ou cofondatrice. La progression la plus impressionnante, d'abord parce que ce n'était pas une licorne l'année dernière et qu'elle arrive en 2017 au numéro 1, c'est Toutiao, qui est un agrégateur de contenu fondé en 2012 en Chine, je crois à Shanghai, qui a tenté de racheter Reddit en 2016 et finalement a racheté en novembre 2017 Musical.ly. Toutiao est une entreprise donc chinoise qui a levé 3 milliards de dollars et qui est valorisée à fin 2017 à 20 milliards de dollars. Parmi les entreprises qui perdent leur statut de licorne en 2017, il y a plusieurs cas. Il y a les entreprises d'abord qui se font racheter et il y a celles qui disparaissent. Pour les entreprises qui se font racheter, je vais vous parler notamment de Shazam, qui a été racheté par Apple pour 400 millions de dollars, ainsi que Souq, qui était un clone de Amazon Moyen-Oriental, qui a été racheté par Amazon pour 650 millions de dollars. Les seuls noms un peu connus du public qui sont rentrés dans le classement des licornes cette année sont Deliveroo, à 2 milliards de valorisation, et Quora, à 1,7 milliard de valorisation. Mais le rachat n'est pas la seule raison de quitter ce club fermé des licornes. Prenez par exemple The Honest Company, l'entreprise fondée par l'actrice Jessica Alba, qui a vu sa valorisation chuter sous le seuil des 1 milliard, suite à des poursuites judiciaires pour publicité mensongère, puisque l'entreprise The Honest Company était fondée sur la promesse que les produits vendus sur ce site de e-commerce étaient éco-friendly et répondaient à une liste d'un cahier des charges assez précis. Le truc, c'est que plutôt que d'avoir l'air surpris, de faire une enquête en interne auprès de leurs fournisseurs pour faire ensuite éventuellement amende honorable, ils ont préféré dénier en bloc que leurs produits ne répondaient pas à leur cahier des charges. Exactement comme l'a fait Elizabeth Holmes, qui est toujours le CEO de Theranos, dont je vous raconterai l'histoire dans un prochain segment qui s'appelle Innovation Autopsy. Oui, donc ça veut dire que l'histoire se finit pas bien. Bref, le plan de levée de fonds de 2016 s'est évaporé et Unilever, qui pensait à un moment racheter The Honest Company, a finalement préféré acheter le concurrent, Seventh Generation. Le CEO et cofondateur de The Honest Company a dégagé et a été remplacé. Bref, si vous vous appelez l'entreprise honnête, je vous donne un truc, soyez honnête. Alors maintenant, souhaitons que The Honest Company ne connaisse pas le sort d'une autre licorne qui a déposé le bilan cette année, Jawbone, qui avait été connu pour ses bracelets podomètres connectés et ses enceintes Bluetooth. Jawbone, qui avait été valorisé pendant un moment 3 milliards de dollars et qui a donc déposé son bilan au mois de juillet 2017, suite notamment à des problèmes de qualité, c'est rien de le dire, des problèmes de justice parce qu'ils ont perdu des millions et des millions à poursuivre Fitbit pour vol de secrets industriels car Fitbit avait recruté d'anciens cadres de chez Jawbone, pour finalement finir par déposer le bilan, ou comme l'on dit dans le jargon start-up, pivoter pour proposer aujourd'hui du matériel médical. Mais en même temps, Fitbit aussi a eu des problèmes cette année et a d'ailleurs licencié courant 2017. Et je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé pour le Nike Fuel Band. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces bracelets connectés qui avaient été développés par Nike à partir de 2012, je crois,
qui finalement s'est soldé par un échec et où Apple a récupéré toute l'équipe de développement pour travailler sur l'Apple Watch. Je pense notamment à l'étude de marché qui avait été faite, je crois, en 2013 par ABI Research, qui avait prévu pour 2018 un marché de l'objet connecté portable de 485 millions d'unités par an. Alors qu'en 2017, on va difficilement atteindre les 300-310 millions d'objets connectés portables, donc vendus par an. Je vois plusieurs explications à ça. D'abord, je pense que beaucoup de personnes ont encore trop peur d'avoir un objet connecté proche de leur corps. Regardez ce qui se passe avec la prise jack et l'iPhone 7, 8 et compagnie. Ensuite, je pense également que le Fitbit, c'est un peu comme une inscription à la salle de sport. On va le porter une semaine ou deux, peut-être un mois, mais ensuite on va se dire, bon, bah, ça sert à rien. Et enfin, il n'y a pas d'objet must-have, donc on veut vraiment avoir, qui soit connecté portable, qui puisse vraiment nous servir tous les jours. Et a priori, même l'Apple Watch ne rentre pas encore dans cette catégorie. Restons dans la série de ceux qui nous ont quittés en 2017, parce que vous savez que pour chaque licorne qui naît, ce sont les rêves de plusieurs milliers d'entrepreneurs qui meurent. Donc je pourrais commencer par exemple avec les lunettes de Snapchat, les Spectacles, qui ont été une catastrophe industrielle en début 2017. Je pourrais également continuer avec Yik Yak, qui est une plateforme sociale qui permettait d'échanger des messages de façon anonyme, qui a été valorisée pendant un moment à 400 millions de dollars, mais qui a été impliquée dans plusieurs affaires de harcèlement. Alors ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont fermé en avril, malheureusement, mais parce que simplement, ils ne parvenaient pas à garder leurs utilisateurs qui préféraient utiliser notamment Snapchat. Continuons avec Juicero, qui a déposé le bilan en septembre et qui a annoncé sa fermeture alors que son fondateur, Doug Evans, était en train de faire la teuf au Burning Man. L'entreprise qui avait levé 118 millions de dollars en 2013 avait finalement réussi à mettre en vente en 2016 cette machine révolutionnaire que Doug Evans avait présentée comme étant capable de soulever 2 Tesla et qui permettait de presser des poches de jus que finalement pas mal de youtubeurs ont réalisé. On pouvait très bien faire à la main et ainsi s'économiser l'achat de cette machine à 700 dollars. Et bien sûr Storify qui nous a annoncé courant décembre qu'ils arrêtaient leurs activités au mois de mai 2018, mais j'en ai déjà parlé dans le précédent Innovation Weekly. 2017 a confirmé qu'un Internet des objets non régulé à destination des enfants n'était pas forcément une bonne idée. Comme ça n'est pas non plus une bonne idée de faire une communauté qui n'est pas surveillée pour proposer des vidéos aux enfants, n'est-ce pas YouTube ? Par exemple, en février, l'Allemagne et la Norvège ont interdit la vente de la poupée connectée My Friend Kayla, mon ami Kayla. Mi-Google Home, mi-Siri, cette poupée était facilement piratable et pouvait donc potentiellement permettre à des pirates de discuter avec vos enfants. Mais le pire a sans doute été le moniteur pour bébé Aristote de Mattel. Ce moniteur, présenté comme un Alexa pour enfants, était censé leur raconter des histoires pour les rassurer. Avec l'aide de Microsoft, le moniteur filmait et enregistrait les enfants avec une connexion à Internet, ce qui peut rendre nerveux pas mal de parents. Aristote a été retiré de la vente, par contre, mon ami Kayla est toujours en vente sur Amazon. Je pense que je ne devrais pas forcément garder la news qui arrive juste derrière les news précédentes, mais n'empêche, les adultes aussi ont appris en 2017 qu'il fallait se méfier des objets connectés. Notamment en mars, lorsqu'on a appris que WeVibe, le masseur de visage, selon la Redoute, non seulement était facilement piratable et pouvait être pris en main par quelqu'un d'autre que l'utilisatrice ou son compagnon de jeu, mais en plus enregistrait les habitudes de ses utilisatrices. Et en novembre, nous avons appris que la manette connectée LoveSense, appelons ça une manette connectée, enregistrait 6 minutes d'audio lors de son utilisation. 2017 a également marqué le grand retour de Kodak. Enfin, en tout cas, on y a cru. Après avoir vendu pour 500 milliards de dollars de brevets pour revenir dans le game et tenter un retour à la Rocky Balboa, avec le Kodak Ektra, qui était un hommage aux pellicules d'antan, bon, c'est bien, c'est un hommage, à un moment, il faut lâcher l'affaire, qui était un smartphone au look rétro assez sympa. Sauf que lorsque le téléphone est passé dans les mains des utilisateurs, il s'est avéré que l'appareil n'était pas de bonne qualité, que le senseur était nul, que l'iOS Android était dépassé et que les photos obtenues avec l'appareil étaient finalement pas terribles. Le comble.
À suivre, deux entreprises qui ont très mal vécu 2017. D'abord, GoPro, qui malgré une offre publique initiale incroyable qui avait vu son action monter à 96$, a vu une chute assez impitoyable et pour le coup une chute libre qui n'a pas été filmée, humour, pour atteindre une action à 8$ en ce moment. GoPro, dont le fondateur Nick Woodman avait été comparé en 2014 à Steve Jobs. Alors déjà, je vous donne le truc, qu'être comparé à Steve Jobs est souvent de très mauvais augure. Demandez notamment à Elizabeth Holmes de Theranos, qui avait été comparé à Steve Jobs en 2015 et fait faillite en 2016. Et non seulement comparé à Steve Jobs, mais également qui avait été en 2015 le dirigeant le plus payé des États-Unis, avec 285 millions de dollars en actions. Et depuis 2 ans, c'est le drame. Et ça, For 3 reasons. Jean-Pierre. D'abord avec des produits bâclés, parce qu'ils sont passés assez violemment de « on est les rois du monde, on a de l'argent, on peut le dépenser comme on veut sans compter » à « oh là, les ventes sont en train de chuter et on n'a pas de nouveaux produits à proposer au public, donc dépêchons-nous de proposer quelque chose et si possible avant Noël ». Et nous arrivons sur le Karma Drone, le drone Karma de GoPro, qui devait être le renouveau de l'entreprise. Et il s'est avéré que certains modèles de Karma s'éteignaient en cours d'utilisation et tombaient comme une pierre. Emmerdant pour un drone. Tous les Karma ont dû être appelés à l'usine et il s'est avéré que c'était simplement un problème de clapet en plastique qui tenait mal. Ensuite, parce qu'ils ont pris la grosse tête, enfin, notamment Woodman a pris la grosse tête. Et ça s'est vu en juillet 2015, lorsqu'ils ont sorti la Hero 4 Session, qui est un cube noir waterproof avec un seul bouton, qui était vendu à $399, exactement le même prix que la Hero 4 Silver, qui était beaucoup mieux équipée. Les raisons évoquées par Woodman pour expliquer pourquoi est-ce que cette GoPro à un seul bouton est aussi chère que la GoPro la plus aboutie de la gamme à l'époque, étaient que 1. C'était la GoPro ultime, et 2. Que de toute façon, les GoPro se vendant comme des petits pains, elle se vendra aussi bien que les autres. Résultat, 2 mois plus tard, le prix de vente de l'Aero 4 Session baissait de $100, et encore 2 mois plus tard, donc juste en décembre 2015, elle baissait encore de $100. Ce qui a bien montré le décalage de perception entre Woodman et son public. Certes, on apprécie GoPro, mais on apprécie d'abord GoPro pour son matériel. Maintenant, si le même matériel est disponible ailleurs pour moins cher, eh bien GoPro, pas GoPro, on va aller se fournir ailleurs. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression que Woodman s'est mis à écouter les journaux et s'est vraiment pris pour Steve Jobs. Et la troisième raison, qui pourtant partait comme une idée géniale, qui était que Woodman voulait transformer GoPro en une société de médias. Pour cela, il a recruté une centaine de personnes, ingénieurs du son, monteurs, cadreurs, caméramans et journalistes, notamment un journaliste de CBS, pour pouvoir créer une plateforme qui serait accessible par abonnement, où GoPro proposerait des séries télé, des documentaires d'exploration, etc. Finalement, heureusement que Woodman est tombé en panne sèche de financement au milieu de la réalisation de son idée, parce qu'il allait brouiller son message auprès des consommateurs de GoPro et passer de « prenez votre GoPro et sortez de chez vous, vous filmez pendant que vous faites du sport », ah non, surtout restez chez vous, installez-vous confortablement dans votre canapé, prenez du popcorn et regardez à la télé d'autres personnes faire du sport. Deux tendances cette semaine qui sont issues directement de ce qu'il s'est passé en 2017. À commencer avec la featureitis, comme l'appelle CoDesign, qui traduit en français voudrait dire la maladie de la fonctionnalité. Regardez ce qu'il se passe dans le téléphone. Il y a quelques années, nous avions un canif, et à force d'amélioration continue d'année en année, avec un cycle de renouvellement qui se raccourcit, nos téléphones sont devenus de vrais couteaux suisses. Surtout que les fonctionnalités qui sont rajoutées d'année en année sont un peu artificielles et parfois décalées des attentes du public. On a déjà taillé un short à l'iPhone X, donc intéressons-nous à Samsung, notamment au Samsung S8, et à quoi sert d'avoir un écran incurvé. Et en plus, il n'y a pas une, ni deux, mais 3 méthodes d'authentification biométrique. Avec l'empreinte du doigt, avec l'œil et avec le visage, même si ça ne marche pas très bien. Il y a une rumeur qui court que pour le S9, il y aura une petite épingle à l'arrière du téléphone pour pouvoir vous faire une prise de sang et vérifier votre ADN. Autre tendance qui tourne mal, nous en avons déjà parlé lors de l'Innovation Weekly numéro 2, avec Amazon qui cherche à forcer ses clients, qui éduque son marché, à utiliser des serrures connectées pour que les clients puissent laisser les livreurs rentrer chez eux déposer les colis. Mais ça ne va pas sans heurts. Lockstead, le fabricant du LS6i, qui est une serrure connectée conseillée par Airbnb, a eu quelques déboires cette année où certains utilisateurs
n'ont pas réussi à rentrer chez eux. La solution proposée par Lockstedt était d'abord de démonter la serrure sans la casser, et la seconde qui était de la renvoyer à l'usine pour une mise à jour. Et pendant ce temps-là, personne ne répond à la question « Comment est-ce que je fais pour fermer ma porte ?» Autre tendance à suivre évidemment, et ça vous n'avez pas pu y échapper, le Bitcoin, dont la valeur a été multipliée par 15 sur 2017. Ce qui a évidemment permis à certains prix Nobel et économistes et environnementalistes de sortir de leur boîte en disant « Attention, il y a une bulle » ou « Attention, le miner du Bitcoin est très mauvais pour l'environnement ». Maintenant, vous avez plusieurs choses à savoir sur le Bitcoin. D'abord, seulement 1000 personnes détiennent 40% de la masse totale du Bitcoin en circulation. C'est-à-dire que cette monnaie peut être manipulée volontairement ou involontairement. Par exemple, ceux qui ont vendu leur Bitcoin lorsqu'il était au plus haut, aux alentours de 20 000 $ juste avant Noël, ont causé la chute du cours. Maintenant, vous avez également une société qui s'appelle Crypto, qui est une société américaine qui vend des crypto-monnaies, qui a été chopée par la SEC, qui est l'autorité financière américaine, parce qu'il tentait de manipuler le cours. Il faut aussi savoir que l'algorithme du Bitcoin limite volontairement à 21 millions le nombre de Bitcoin en circulation. À fin 2017, nous étions aux alentours de 17 millions. Et enfin, si une crypto-monnaie ne peut pas être falsifiée, les portefeuilles qui détiennent ces crypto-monnaies peuvent être volés. Regardez ce qu'il s'est passé pour la plateforme coréenne Ubit, qui s'est fait voler 17% de ses avoirs le 19 décembre et qui a causé sa perte. À quoi devons-nous nous attendre pour le Bitcoin en 2018 ? Déjà, le cap des 20-25 000 € semble atteignable. Même si certains prévoient le cours du Bitcoin à 50 ou 100 000, voire 200 000 €, on se calme. Pour l'instant, visons les 20-25 000 € stables. Ensuite, on verra. Et la seconde chose, est-ce que des régulateurs vont intervenir ? Parce que rappelez-vous ce qui s'est passé en septembre 2017, quand Pékin a interdit les ICO sur le territoire chinois, qui a fait chuter le cours du Bitcoin. Dernière tendance, et celle-ci est vraiment de saison, les bonnes résolutions. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on continue à maintenir la tradition du 1er avril, tellement la première semaine de janvier est amusante, vu tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux les bonnes résolutions de l'année. Arrêter de fumer, faire du sport, être plus productif, et qui finalement ne s'y tiennent pas plus qu'une semaine ou deux. Maintenant, j'attends de voir quelles vont être les résolutions de Zuckerberg. Enfin, lui, il appelle ça des objectifs annuels. Chaque année, début janvier, il communique sur l'objectif qu'il se donne sur l'année. L'année dernière, c'était de courir un marathon et de rencontrer des gens dans tous les États américains. L'année d'avant, c'était de programmer une intelligence artificielle. L'année d'avant, c'était d'apprendre le mandarin, de devenir végétarien ou que sais-je. Donc, quitte à rester dans la blague, je vais vous donner mes bonnes résolutions et elles concernent le téléphone. 1. Ne pas acheter d'iPhone 10. 2. Effacer toutes les applications déprimantes. Parce que certes, c'est pas mal d'avoir un petit shoot de dopamine parce que quelqu'un a liké une vidéo, un article ou une photo. En attendant, des études prouvent que c'est dangereux pour votre santé mentale, pour votre dos et pour votre estime de soi. En 3, ne pas acheter d'iPhone 10. En 4, effacez toutes les applications qui vous font perdre votre temps sans aucun bénéfice. Plusieurs études prouvent que vous sous-estimez de 50% le temps perdu sur les 23% que vous passez sur ce truc. Donc, Tinder, Candy Crush et consorts, ça dégage. En 5, en 6, effacez les applications qui vous prennent votre argent, s'il vous en reste après avoir acheté votre téléphone. En 2017, nous avons dépensé plus de 35 milliards d'euros d'achats intégrés aux applications. Donc Pokémon Go. En 7 et en 8, effacez les applications qui me poussent à bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après tout, la France n'est pas que le pays des droits de l'homme, c'est aussi le pays des droits à la déconnexion. Donc bye bye.